Bienvenue à cette semaine dans Dautré, une rétrospective des événements qui ont marqué les derniers jours. À l'affiche cette semaine, André Villeneuve tente un retour à la mairie de Lanoraie, rencontre avec Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. Amélie Dréville nous parle de transition énergétique, elle est porte-parole de Québec solidaire. Et en terminant, rencontre avec la présidente de la table de la promotion du bénévolat. Donc, à tous, bonne émission et au plaisir de se retrouver pour un autre résumé la semaine prochaine. Il a été maire de Lanoraie de 1999 à 2008. Il a représenté les gens de la circonscription de Berthier en tant que député à l'Assemblée nationale du Québec de 2008 à 2018. Il annonce maintenant un retour en politique municipale. Nous accueillons dans nos studios André Villeneuve. Monsieur Villeneuve, bienvenue. Monsieur Bellemare, bonjour. Je pense que vous avez une grosse nouvelle à annoncer aux gens de Lanoraie, mais aussi aux gens de la région. Bien, écoutez, j'annonce que je vais être candidat aux prochaines élections municipales, donc en 2021. Et pour ce faire, on a reçu justement samedi à 5 h du matin d'Élections Québec la reconnaissance du parti politique Équipe Villeneuve. Pour les gens qui suivent un peu l'actualité, vous savez que maintenant, on est plus de 5000 à Lanoraie et donc maintenant, si on veut se présenter en politique municipale en équipe, bien, il faut avoir une reconnaissance d'Élections Québec. Donc, cette reconnaissance-là, elle est maintenant acquise et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais l'annonce que je serai sur les rangs de la prochaine élection 2021 avec une équipe complète. D'ailleurs, à cet égard, M. Bellemare, si vous me permettez, j'ai déjà des gens qui ont accepté de faire partie de l'équipe et il y a des gens qui sont en réflexion. Mais chose certaine, en 2021, il y aura 6 conseillers, conseillères, candidats conseillers, conseillères pour l'élection. Vu qu'il reste encore plusieurs semaines, plusieurs mois avant cette élection-là, ça devient important pour vous parce que ça permet d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens aussi. Absolument, absolument. En fait, on veut entendre les gens, on veut les écouter, on veut être en phase finalement avec leurs aspirations, mais aussi, en même temps, on a des propositions intéressantes, je pense, et ce sera aux gens d'en juger. On a des propositions intéressantes à plusieurs égards, que ce soit en environnement, que ce soit en économie, parce que vous savez qu'on a un parc industriel extraordinaire à Lanoraie, que ce soit au niveau du patrimoine bâti, alors que ce soit les familles, les aînés, l'habitation. On a des idées, je pense, qui peuvent être intéressantes et on a bien hâte de les présenter aux gens, mais on veut d'abord et avant tout rencontrer les gens sur le terrain. On veut vraiment être en phase avec eux. Donc, pour ce faire, il faut les écouter, il faut entendre ce qu'ils ont à dire. Et pour eux, Lanoraie, ils veulent que ça ressemble à quoi dans 5 ans ou dans 10 ans. Alors, c'est pour ça qu'on fait l'annonce si tôt. On va avoir le temps de rencontrer les gens parce que vous savez, pandémie oblige présentement. Il faut revoir notre façon de faire. Il faut, oui, utiliser les moyens traditionnels de communication, mais il faut aussi être inventif parce que c'est tout un défi pour être capable justement de pouvoir garder contact avec les citoyens. On vient un petit peu de glisser sur le sujet, mais c'est le potentiel, Lanoraie. Tout à fait. Les municipalités, chaque municipalité a son potentiel, mais Lanoraie, c'est le fleuve, on a parlé de l'autoroute, parc industriel, le cœur de Lanoraie. Le vieux Lanoraie. Vous avez aussi les tourbières. Vous savez, Lanoraie, en superficie, c'est 100 km² et vous avez 35 km² de tourbières. Alors, c'est pas rien, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, on a là une richesse fantastique. Puis, il faut le dire aussi, on a des agriculteurs qui sont hors pair dans leur domaine. On a des vignobles, on a des producteurs de petits fruits, on a des producteurs de grandes cultures. Alors, quand je vous dis qu'on a des idées à présenter aux Lanorois, Lanoroises, bien, juste vous dire ceci. Vous savez qu'on est aux portes de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. La CMM, c'est 82 municipalités, c'est la moitié du Québec, c'est plus de 4 millions de personnes. Imaginez un instant qu'une infime partie de ces gens-là décidait de venir nous visiter une fois à l'occasion, venir découvrir Lanoraie. À quel point ça pourrait être très bon pour nos produits locaux. Alors, il y a là un potentiel incroyable. Et moi, je pense qu'on peut réussir tout en préservant notre
caractère unique, notre intimité, entre guillemets, on peut réussir aussi en même temps à faire rouler notre économie en acceptant, bien sûr, de laisser les gens découvrir un peu plus Lanoraie. Vous avez été maire élu, en tout cas, ça a débuté en 1999. Le Lanoraie de 99 et d'aujourd'hui, il y a quand Écoutez, même... c'est très, très différent et moi, je lève mon chapeau aux citoyens, aux citoyennes qui se sont impliqués dans le développement de Lanoraie. Les gens, vous savez, en 2003, il y a eu ce qu'on appelle un exercice de démocratie participative. J'étais maire à l'époque et dans cet exercice de démocratie participative-là, il a émané un plan directeur. Et il y a eu aussi un plan directeur par la suite. Il y a eu 3 plans directeurs, donc au total. Et à chaque fois, ce qui ressortait des plans directeurs, les gens, ils voulaient préserver une qualité de vie. Ça, je pense qu'on va le valider encore sur le terrain lorsqu'on va aller rencontrer les citoyens et les citoyennes. Ils veulent préserver une qualité de vie et je pense que c'est un élément drôlement important. Donc oui, on peut se développer, puis oui, on veut se développer, mais en même temps aussi, on veut garder ce côté unique de Lanoraie, son côté champêtre et son côté petit village, on va se le dire. On n'est pas choqué ou frustré d'être un petit village. Moi, j'adore ça. Et je pense qu'on a des gens aussi, des gens très aller accueillants. chercher les chaleureux. avantages Tout à fait. Tout à fait. de cette situation-là. Cette décision-là a été prise parce que des gens vous ont parlé, vous ont sollicité ou votre réflexion par Écoutez, rapport à l'évolution de... moi, je vous dirais que dès l'élection de 2018, où j'ai cessé d'être député à l'Assemblée nationale, j'ai comme pris ma retraite, si on peut dire ça comme ça, obligé, bien sûr. C'est correct, on respecte ça. Les gens ont décidé de changer au niveau de Québec, de changer de leur député. Bon, c'est correct, on respecte tout ça. Mais dès le lendemain et les semaines d'après, j'avais déjà des gens qui m'interpellaient en me disant « Monsieur Villeneuve, est-ce que vous allez revenir comme maire? » Évidemment, vous comprendrez qu'à l'époque, c'était « Non, merci, on va prendre le temps de se reposer. » Et là, ça fait 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans il y a quelques semaines. Et j'ai eu encore, depuis l'année 2020, beaucoup de sollicitations de gens qui me demandaient de me représenter. Et j'ai donc commencé une longue réflexion. Je vous le dis, ce n'est pas une réflexion qui est facile. Il faut la faire comme il faut. Puis il faut aussi la faire, cette réflexion-là, avec notre famille, avec donc mon épouse, avec les enfants. Et cette réflexion-là m'amène aujourd'hui, effectivement, à faire l'annonce que je serai candidat pour la prochaine élection municipale. Et vous dire à quel point c'est 2 mondes différents, Québec et être un élu dans une municipalité. À Québec, bien, vous êtes loin de votre famille, ce qui est très différent lorsque vous êtes un élu municipal, où là, vous déjeunez, vous soupez, vous dînez, vous dormez à la maison. Alors, c'est très différent comme dynamique. Les 2 ne sont pas comparables, là, mais ne serait-ce que pour pouvoir avoir la chance d'être chez soi toujours, disons qu'au niveau municipal, la décision a été plus facile à prendre, je vous dirais. À ce moment-là. On recevait il y a quelques jours, ça fait peu de temps, à nos studios, quelqu'un qui est venu nous parler justement de citoyens qui voulaient que Lanoraie se bouge d'une certaine façon, avec des orientations peut-être un petit peu différentes à là. Est-ce que votre décision a un lien avec ce comité-là, les gens qui ont parlé d'héritage de Lanoraie, que c'était en danger et tout ça, ou c'est en parallèle, ou peu importe? En fait, il n'y a pas de lien, je vous dirais. Les gens qui ont initié ce regroupement-là, moi d'abord, je les félicite. Parce que vous savez, la démocratie municipale, entre autres, c'est pas aller voter une fois aux 4 ans. Ça ferait une démocratie qui serait assez pauvre, merci. Là. Une démocratie municipale vivante, c'est une démocratie où les gens, les citoyens s'impliquent jour après jour dans leur communauté. Et je pense qu'ils sont 7 ou 8, parce qu'évidemment, avec les médias sociaux aujourd'hui, difficile de passer à côté de leur démarche. Alors, ces gens-là ont décidé de s'impliquer dans leur communauté. Et moi, je dis aux gens, mais bravo, bravo. Puis si d'autres veulent le faire, faites-le. C'est l'esprit même, c'est le propre de la démocratie que les gens s'impliquent. Et on n'a pas inventé ça hier. Là. Les Grecs, dans l'Antique, avaient ce qu'on appelait la démocratie directe. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une municipalité comme Lanoraie, où on parle de 5000 personnes et plus, où cette démocratie directe-là peut avoir une belle place pour justement redynamiser ou dynamiser le milieu. Donc, la démocratie municipale vit par l'implication des gens. Alors, à ce niveau-là, bravo à ces gens-là de s'impliquer comme ils le font. Souvent, des périodes électorales, c'est
un mois, 2 mois avant. Là, il y a beaucoup de temps. C'est un peu comme un marathon pour essayer d'atteindre ses objectifs. Vous avez raison, mais il y a une pandémie aussi. Aussi. Alors, bon, la pandémie fait en sorte que les moyens traditionnels de communication ou de rassemblement vont être plus difficiles au niveau des rassemblements, on se comprend. Une chose qui est sûre, M. Bellumeur, c'est que, connaissant la solidarité des Québécois et des Lanorois et des Lanoroises, on va passer au travers. On va passer au travers, mais d'ici ce temps-là, on va s'assurer de mettre en place les moyens de prendre contact avec les gens de façon évidemment sécuritaire. Et je pense que c'est un beau défi au niveau des communications parce qu'il va falloir se réinventer à certains égards pour être capable justement d'entrer en communication avec les gens. On le fait aujourd'hui. Voyez-vous, je suis en studio. On respecte 2 mètres, même plus que 2 mètres. Et donc, c'est possible de le faire, mais ça demande vraiment à ce moment-là les vieux réflexes, il faut les mettre de côté, puis il faut au contraire développer une nouvelle façon de faire les choses. Avec les médias qu'on a, avec la technologie que nous avons, on va y arriver. Alors, c'est un peu ça. Pourquoi 1 an avant? Bien, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est parce qu'on veut faire un maximum de travail sur le terrain. On veut vraiment rencontrer les gens. On veut vraiment discuter avec eux. Et pour ma part, ma décision était prise, ma réflexion était terminée, ma décision était prise. Alors, je me suis dit, j'attends pas, parce que les gens me demandaient souvent, M. Villeneuve, est-ce que vous allez vous présenter? Bien, la question maintenant, lorsqu'elle m'est posée, je ne peux pas dire non. Ma décision, lorsqu'elle a été prise, j'ai décidé de ne plus dire non aux gens qui me le demandaient. Je me suis dit, bon, je n'annoncerai pas de façon publique tout de suite, mais les gens qui vont me poser la question directement, je vais leur répondre directement, oui, je vais me présenter. Alors là, maintenant, je viens de me dédouaner un peu aujourd'hui chez vous, là. Oui. Avec le communiqué que j'ai envoyé, j'ai un peu de me dédouaner. Donc, oui, effectivement, je vais me présenter. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai annoncé tôt. Je ne voulais pas jouer à cache-cache, ce n'est pas mon genre. Je voulais jouer franc jeu. Alors maintenant, c'est chose faite. Donc, M. Villeneuve, on vous remercie d'être passé à nos bureaux à CTRB. Évidemment, on va suivre cette, j'allais dire une course, mais on verra combien il y a de joueurs, combien il y a de coureurs, mais au niveau de la municipalité de Lanoraie. Merci d'être passé chez nous. Merci à vous, M. Bellumeur. Plaisir. Bon, bien, bonjour Yves, comment ça va ce matin? Ça va bien, Mme Yvon, vous-même? Vous avez des grosses journées de ce temps-là, puis on vous interpelle encore. Vous nous avez envoyé un communiqué concernant l'agriculture, qui est votre, on pourrait dire, votre champ d'expertise là, au niveau de vos implications que donnait M. Blanchet. Et qu'est-ce qu'on comprend, c'est que Noël arrive, en tout cas on espère, et les agriculteurs, moi c'est ça, les agriculteurs et tout, ne voient pas les cadeaux de Noël, on pourrait dire arriver, ne voient pas les chèques, c'est pas des cadeaux de Noël, c'est des sous qui leur sont dus depuis longtemps, là. Bien, effectivement, puis ça commence à être assez révoltant parce que tout notre système agricole a été déstabilisé par les 3 dernières ententes commerciales. Quand le Canada signe des ententes à l'international, on parle de l'entente avec l'Europe, on parle du partenariat transpacifique, on parle de l'entente avec les États-Unis. Les 3 fois, ils ont donné des brèches dans la gestion de l'offre. Donc, les produits au Québec, au Canada, qui sont réglementés, je vous dirais, par un organisme de mise en marché. On parle du lait, on parle du poulet, du dindon, puis des œufs de consommation, puis des œufs d'incubation. Il y a également aussi les entreprises qui transforment ces produits-là pour en faire d'autres produits que vous allez consommer, par exemple, coopérative agro-pure, mettons, qui va transformer le lait, des choses comme ça. Bien, ces entreprises-là aussi, ce qu'on appelle des transformateurs, ils se sont fait promettre des compensations. Quand le gouvernement les a sacrifiés, parce que c'est ce qui est arrivé, on les a mis sur l'autel du libre-échange, puis on les a sacrifiés, puis on leur a dit « Inquiétez-vous pas, on va vous compenser adéquatement. » Sauf que ça, Mme Yvon, ça fait 2 ans. Et on n'a pas vu une scène de ça. Il y a les producteurs laitiers qui ont reçu un chèque. Eux, ils doivent avoir une compensation sur 8 ans de 1,75 milliard. Ça a été annoncé en campagne électorale, si vous vous souvenez bien. Oui. Les chèques ont même rentré, je pense que les premiers chèques ont même rentré pendant la campagne électorale, si on se souvient bien. Et on les a fait poireauter jusqu'à temps qu'on arrive en campagne électorale. Et là, on s'en est servi comme une espèce d'otage ou de promesse électorale, en voulant dire un peu en message masqué de « ben si, votez pour nous, sinon vos compensations. C'est sûr que l'autre va vous le donner. » C'est ça qui est, je vais utiliser un gros mot, là, mais c'est ça qui est dégueulasse dans cette histoire-là. On a remplacé les routes, par... Même chose, ça fait plus qu'1 an qu'on est en place, le gouvernement. Là. Et c'est toujours, on a posé des questions cette semaine, j'ai posé 2 questions. Les conservateurs ont posé 3 questions. La ministre a répondu 5 fois la même chose, mot à mot. Ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est hallucinant.
Quand on voit que la population est cynique face à la politique, on les comprend bien. C'est pour ça que je voulais en faire. Que je les dérange un peu. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'ils versent l'argent. Qu'ils versent l'argent aux producteurs de lait. Les producteurs d'œufs, de poulet, de volailles, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est des programmes de modernisation, des programmes de mise en marché. Mais ça prend l'argent parce qu'avant que les marchandises étrangères arrivent, eux, ils veulent se préparer pour être plus compétitifs. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait rentrer de l'étranger? Ça ne respecte pas la plupart du temps les mêmes normes que nos produits locaux. Moi, j'invite encore les gens de Berthier-Masquinongé, les gens du Québec, achetez local. Puis quand vous allez chercher votre pain de lait, ça va être rendu ça. Vérifiez s'il y a un rond bleu dessus. C'est la même chose pour tous vos produits parce que le gouvernement fédéral, il n'a fait pas cette job-là. On va travailler là-dessus aussi, puis qu'il y ait un étiquetage qui soit plus clair dans le futur. Mais il faut qu'on se protège nous-mêmes parce que l'État ne le fait pas. Fait que nous, on est au front pour ça. On a profité cette semaine aussi du fait que nous, on a présenté un projet de loi. Ça, je suis très fier de ce projet de loi-là. J'en avais parlé pendant la campagne électorale. Projet de loi C-216. On donne des numéros au projet de loi, mais ce projet de loi, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il retire la gestion de l'offre des futures négociations commerciales. Un ministre qui arrivera en négociation ne pourrait pas mettre ça sur la table sans aller voir le Parlement, avoir une permission du Parlement. C'est ça qu'il faut faire. Okay. Là, on a eu des débats là-dessus cette semaine, puis je vous jure que c'est dur de rester calme parce qu'on a un paquet de partis politiques qui vont nous faire des discours, la larme à l'œil, toi. Ah, l'agriculture, c'est important, ainsi de suite. Ah, mais il ne faut pas voter une loi, il ne faut pas attacher les mains du gouvernement. Ah, mais ça mettrait la lumière là-dessus. Donc, il y en a qui vont même jusqu'à oser citer des lettres des producteurs laitiers qui leur demandent de protéger la gestion de l'offre, puis dans le même discours, dire qu'ils ne voteront pas pour la loi. Puis après ça, quand nous, on intervient, ils n'écoutent pas ce qu'on dit. C'est épouvantable. Fait que j'ai une grosse semaine. On brasse la machine, on brasse la cabane. On a sorti cette semaine avec le président de l'Union des producteurs agricoles, M. Marcel Gros, quand même. On prépare d'autres offensives aussi avec des gens des fédérations pour sensibiliser. C'est une démarche qui est non partisane. On dit aux gens de toutes les autres partis, pas voter pour le Bloc. Là. Pour notre production agricole, on se protège parce que peu importe la couleur des gouvernements, ça change tout le temps. Ils nous promettent quelque chose. Là, il y en a un qui dit « Ah, ben oui, je vais vous le promettre, je vais vous le donner. » Là, l'autre, il ne le donne pas. Fait que là, l'autre, en campagne électorale, il va dire « Moi, je vais te donner plus. » On arrive en place, il ne le donne pas. Mais là, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de l'autre qui a fait la première brèche. Ça ne finit plus. Ça n'a pas de bon sens. Maintenant, il faut mettre des mesures concrètes. Moi, je suis ici en politique pour avoir des gestes concrets, des mesures concrètes. Puis, on veut que ça avance. Voilà. On va défendre notre monde. On va les avoir. Question, les fameuses, on pourrait dire, redevances. Madame Yvon, mais j'ai oublié un élément important. Allez-y. Si jamais il y a des producteurs agricoles qui nous écoutent, actuellement, là, il y a le Bloc québécois, les gens du NPD ont dit qu'ils allaient appuyer notre projet de loi. Si vous avez un député libéral, si vous avez un député conservateur, des fois des gens ailleurs au Québec qui nous écoutent là, appelez-le, votre député, sensibilisez-les, parce qu'actuellement, ils sont en ligne pour vous refuser cette protection-là, alors que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont vous donner en chair à la prochaine négociation. Arrête. Non, pas de problème. Non, c'est bien, on va passer le message. Moi, qu'est-ce que j'ai comme question? Les fameux chèques, est-ce que c'est parce qu'il y a aussi des procédures ou c'est normalement c'est des chèques automatiques qui étaient censés être envoyés? Ou c'est parce qu'il faut faire une application à chaque fois? C'est sûr. Ouais, c'est sûr que le fédéral est bien bon dans les procédures, puis les petits formulaires, puis les preuves, puis un formulaire, 3 mois de réponse, là. On l'a vu, entre autres, dans le soutien des travailleurs étrangers, mais là, mettons les chèques pour les producteurs laitiers, c'est facile. Les montants sont établis. C'est un pourcentage selon les quotas détenus par l'entreprise. C'est pratiquement, il faut juste qu'ils s'inscrivent. OK. Ils ont déjà versé un chèque là, en 2019. OK, là, donc... Ils leur avaient donné le choix. Vous avez votre chèque en 2019, vous l'avez en 2020, dans quelle année financière vous le voulez? Il y a un paquet de producteurs qui se sont dit, je vais le prendre en 2019 parce que je ne veux pas avoir 2 chèques dans la même année. Oui. Je suis supposé en avoir 8 des chèques de même. Là. OK. Mais là, on est rendu à décembre. Là, on arrive à décembre. Non, c'est ça. Là, la pandémie a de dollars. Ils n'en auront pas en 2020, puis ils risquent d'en avoir 2 en 2021, puis ça, c'est si et là. Oui, c'est ça. Comment planifier on parle d'entreprise. On dit tout le temps, le monde agricole, on présente ça un peu poétique, mais c'est des entreprises, c'est des gestionnaires. Les gens, ils ont besoin de prévoir leur main-d'œuvre, leur fonds de roulement. J'ai de la misère à ne pas me choquer quand je parle de ça. Non, vous avez raison. Mais c'est pour ça que je pose des questions. C'est vraiment choquant dans le Parlement, voir tous les beaux discours
Les gens font des beaux discours, puis au bout de la ligne, ils ne travaillent pas pour le monde. OK. Ils font des discours de faire semblant pour avoir des votes. Puis dans les discours, ils osent même dire votez pour nous, nous autres, on va être meilleurs. Pas le temps de dire ça. On fera une campagne électorale quand ce sera le temps. Là, c'est le temps de donner l'argent à notre monde. Puis en plus de ça, la pandémie a toujours le dos large. Là. À un moment donné, il y a. Ah, ben oui, ben là, ça suffit. Ouais. D'ailleurs, ils osent à peine le dire maintenant. Là. Ils nous ont servi ça un bout de temps. Pensez-vous que, je veux dire, peut-être je fais une expectative, là, mais je veux pas peut-être, vous voudrez peut-être pas vous aventurer, mais le changement de gouvernement aux États-Unis, peut-tu être favorable ou vous pensez qu'on va se retrouver pareil, toujours avec le même problème dans tout, là, au niveau de Je vais m'aventurer certains. Mais comment ça, en vous disant que ça ne peut pas être pire? Parce que là, on avait affaire à un personnage totalement imprévisible. Si vous saviez dans le quotidien comment ça change notre job à Ottawa, c'est fou raide. Ah oui, oui. Le nombre de fois qu'on s'est fait dire ah, ça, tout d'un coup que ça fâche Donald Trump, puis il fait un tweet, puis là, ça va tout. C'est pas de bon sens. Voyons donc. Ouais. On est dans le Parlement complet, gelé, parce qu'il y a quelqu'un à l'autre bord de la frontière qui pète des plombs. Ça n'a pas d'allure. Ouais. Donc, je ne veux pas insulter personne en disant ça, c'était imprévisible. Ouais. Là, avec l'administration Biden, on va voir la transition. Là, ça a l'air que ça ne sera pas facile de faire une transition. Mais après, une fois la transition faite, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas protectionnistes. Les gens des États-Unis, là, il a parlé beaucoup dans sa campagne « Buy American First », acheter américain d'abord. Quand je disais tantôt, là, moi j'invite les Québécois à acheter des produits de notre voisin, là, même qui vous coûterait 10$ de plus votre produit. Là. Les Américains, là, s'il y a quelque chose d'autre, on l'a vu dans la crise, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait une commande de masques qui a failli pas s'en venir. Bon, puis, il va en avoir d'autres, des crises comme ça. Là. Fait qu'il faut penser, puis je ne veux pas semer la panique dans la population, mais il faut penser à l'importance de notre tissu économique. C'est toute ma vision de l'univers agricole du futur, c'est dans ce sens-là. Actuellement, au comité, on travaille sur la capacité de transformation locale. Augmenter des petites entreprises, augmenter, entre autres, l'abattage. On a une problématique. Là, quand les gros abattoirs ferment, là, vous voyez encore cette semaine, là, il y a des arrangements qui se prennent chez les producteurs de porc pour envoyer des porcs à battre aux États-Unis. C'est jamais arrivé. C'est correct, il faut le faire parce que là, il y a de la COVID dans les usines, mais ça fait quand même réfléchir sur comment notre processus de transformation est organisé au pays. Donc, on travaille fort comme ça à Ottawa pour soutenir nos agriculteurs. Je sais que nous, au mois de décembre, on va rencontrer, entre autres, M. Michel Désy, là, qui est pas mal le représentant de l'UPA ici. On va quand même reposer des questions, mais comme vous dites, je pense que les promesses ont été faites, mais il faut quand même que ça se réalise là, au concret dans les entreprises agricoles. Là. Absolument, absolument. Et, tu sais, les promesses, ce n'est pas qu'en agriculture qu'on en a. Hier soir, on avait un débat spécial sur la langue française, qui a été provoqué par les déclarations controversées d'une députée libérale, et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais puis là, encore une fois, on a eu pendant 4 heures de temps, Mme Yvon, c'est surréaliste, des discours avec la larme sur le coin de l'œil, puis « Ah non, ma belle-mère, elle vient de l'Acadie, puis « Ah, moi, mon cousin, puis là, je viens d'avoir un petit-fils. » C'était tout bien, bien, bien cute, là. Mais au bout de la ligne, après 4 heures de débat, il n'y a pas de mesure. Le gouvernement libéral, ils ne font rien. Ils disent on va amener une réforme de la loi officielle, les langues officielles, même pas un projet de loi, un livre blanc. Comme réfléchir sur qu'est-ce que c'est. Alors qu'on sait, puis il y a un paquet de gens qui savent. Puis nous, au Bloc, on arrive avec 2 mesures très simples, très concrètes, pour laquelle, une, entre autres, l'application de la loi 101 aux entreprises fédérales sur le territoire québécois, me semble. C'est la moindre des choses. Ça. Mais qu'est-ce que j'ai compris? Même la CAQ a peur de faire ça. Non? Pardon? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai compris? Même la CAQ tente pas vouloir là, de faire quelque chose parce qu'on s'attendait à des grandes déclarations, puis ça l'a comme bifurqué. Moi, je pense que l'application de la loi 101, c'est quelque chose qui fait consensus au Québec de longue date. Là. Moi, je pense qu'ils sont pour ça. Puis même, on commence à avoir un consensus ici à Ottawa. Là. Les conservateurs, ils ont décidé tout d'un coup qu'ils voulaient faire des gains au Québec. Fait qu'ils sont pour ça, tant mieux. On est bien contents si ça peut faire passer ça. Parfait. Les NPD, on dit qu'ils appuyaient ça. Parfait. Ils sont même rendus qu'ils disent que c'est leur idée, imaginez-vous donc. Tu sais que c'est beau la politique quand on essaie de se gagner des points politiques. C'est épouvantable. En tout cas, c'est pas grave, s'ils votent avec nous autres, c'est correct. T'sais. Fait que moi, ce que je veux, c'est le résultat. Donc, on est 3 partis à vouloir ça. Les libéraux ne veulent pas. L'autre mesure qu'on propose, c'est quand il y a une cérémonie de citoyenneté canadienne, on ne parle pas de
d'exiger qu'ils parlent français avant d'arriver ici. Là. Avant d'être accepté citoyen d'un pays, là, on demande de parler minimalement la langue locale. Puis là, la loi fédérale, c'est ça le problème de ne pas être un pays avec le Québec. Là. La loi fédérale, là, on accueille, ils débarquent de l'avion, c'est écrit Welcome in Canada. C'est pas écrit Bienvenue au Québec. Puis nous, on veut protéger notre langue française. Là, à Montréal, c'est en chute libre. Dans toutes les régions ailleurs au Canada, c'est dramatique l'assimilation qu'il y a des francophones. On est le poumon francophone des Amériques. Là. On peut-tu le protéger? Ce qu'on demande, c'est super raisonnable. On dit, regardez les gens, quand ils vont faire leur cérémonie de citoyenneté, s'ils sont sur le territoire québécois, ils sortent en Ontario, le font en anglais, il n'y a pas de trouble. Ils sont sur le territoire québécois, la langue officielle au Québec, c'est le français. Il n'y en a pas 8, là. Il y en a une, c'est le français. On ne demande pas que les gens soient capables de défendre une thèse de doctorat en français, là. Ils soient capables de, des mots de base, là, juste pour, on se croise dans la rue, là, le réflexe, ça devrait être bonjour. Après ça, si on est 2 personnes d'origine chinoise, puis on veut se parler en mandarin, on parlera en mandarin. Mais quand on arrive, quand on se croise sur la rue, là, le réflexe, c'est peut-être de se parler dans notre langue. Là, à Montréal, si vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas, probablement qu'il va vous dire pas mal plus « aïe » que « bonjour ». Ça, c'est un problème. Il faut que ça arrête, là. Et là, on est fin, on est tolérant. Puis là, on se fait dire « Ah, mais vous, les gens du Bloc québécois, vous divisez les Québécois. » Des beaux du Pablo Rodriguez, c'est épouvantable. Non, mais c'est caricatural. Oui, moi, je comprends. Moi, vous voyez des extraits à télé, là. Moi, je suis toute la journée. Là, en tout cas. Et au bout, il y a des gens de bonne volonté là-dedans, là, mais il faut sortir des discours vides et amener des propositions concrètes, des actions concrètes. Fait qu'il y a 4 heures de débat, puis les libéraux n'ont rien dit. Ils ont pédalé, qu'on sort de là à 10h30 le soir, 11h, puis bon, on a fait un débat sur la langue. Au moins, ça met la table pour que, quand Québec arrivera avec sa réforme de la loi 101, il n'y a pas quelqu'un, ils vont être gênés de dire qu'ils contestent la loi du Québec, là, parce qu'ils nous ont tous dit qu'ils nous aimaient hier soir-là. Il y avait toute une petite larme sur le coin de l'œil. Fait que qu'ils laissent le Québec gérer ses lois maintenant. Ça a cet avantage-là. C'est pour ça qu'on travaille. Et juste en terminant, techniquement, vous avez encore quoi, 2 semaines, 3 semaines de travaux à la Chambre? Jusqu'au 11, mon siège. Vous siégez jusqu'au 11, je m'en allais dire semaine complète, c'est ça que je comprends. Là, je veux dire, il n'y a pas d'interruption jusqu'au 11. Puis c'est quoi, avez-vous d'autres sujets qui vont être débattus? Avez-vous d'autres projets d'ici à ce temps-là? On en a plein, voyez-vous. Là, on a travaillé hier sur une loi pour le transfert des entreprises. Ça devrait passer, ça c'est le fun. Donc, les petites entreprises, vous savez qu'actuellement, ça touche beaucoup l'agriculture, là, mais ça touche aussi tous les autres types d'entreprises. Quelqu'un qui veut vendre son entreprise à ses enfants, mais il n'y a pas accès à l'exemption de gain capital. Alors que s'il vend son entreprise à un étranger, là, il a accès au gain capital. Ça n'a pas d'allure. Ça veut dire que c'est plus payant vers un étranger que de vendre à tes enfants. Donc là, les parents, il y a comme un lien motif. On veut garder l'entreprise, on veut aider notre enfant, puis en même temps, on se trouve à perdre notre fonds de pension. Ça n'a pas de bon sens. Donc, je pense que c'est un projet de loi de monsieur conservateur dont le nom ne me vient pas, là, de Brendan Souris, le député de Brendan Souris, qui m'avait demandé de l'appuyer d'ailleurs l'automne dernier. Moi, j'avais appuyé le projet de loi-là. Là, on a parlé de ça hier, entre autres. On est aussi sur les lois pour la protection de l'environnement. Donc, nous, on a présenté un projet de loi super ambitieux qui force le Canada à atteindre ses objectifs de l'accord de Paris pour 2030. Le Parti libéral, le gouvernement, dans le fond, a déposé un projet de loi équivalent, mais vous devinerez, assez vide, là, avec aucune contrainte, il n'y a pas d'inspection. Au bout de la ligne, il n'y a pas d'objectif en 2025, c'est juste en 2030. En cours de route, le ministre peut changer les objectifs sans demander à la Chambre. Au bout de la ligne, l'évaluation est faite par le ministre lui-même. Donc, tout ce qu'il y aura à faire, c'est un petit discours de 10 minutes pour dire « Ah, c'est plate, on n'a pas réussi, mais on va faire mieux dans l'avenir. Nous allons travailler fort pour la classe moyenne et l'environnement et le français, puis on va continuer. » Il y aura rien qui sera fait. Donc, nous, on travaille à prendre des éléments concrets de notre projet de loi qui a été déposé par ma collègue Christina Michaud, du Bas-Saint-Laurent. Et on va essayer de mettre du concret dans ce projet-là pour forcer un progrès au niveau de la protection de l'environnement parce que on le traite là comme projet de loi unique, mais dans le fond, l'environnement, c'est devenu un sujet transversal. Il faut que ça fasse partie de chaque discussion, il faut que ça fasse partie de chaque projet de loi parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Là. On les voit, les impacts climatiques, là, constamment. On a vu notre magnifique
été indien, entre guillemets, qu'on a eu. Ouais. C'était bien beau, mais c'est encore du réchauffement climatique. Hein? Et toutes les précipitations, les inondations, même la pandémie actuelle pourrait en partie être causée par les modifications climatiques. Donc, je pense qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir. On est là pour expliquer aux gens de l'Ouest qu'il faudrait peut-être commencer à penser de lâcher les sorts bitumineux, puis faire une transition. Ouais. On ne peut pas les abandonner. Là. On n'est pas là pour dire les gens de l'Ouest, c'est des écœurants, c'est pas ça l'idée. On est là pour dire, ben, c'est ça la grosse source de pollution. Là. On arrête ça, on transite vers autre chose, on va vous aider financièrement, on va amener une transition, mais il faut la faire. Ça, c'est pas facile à convaincre ces gens-là. Mais on travaille là-dessus. Puis, il y a sûrement eu aussi un petit peu de débat sur la distribution des vaccins, là. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont faites depuis quelques jours. Ouais. C'est le gros sujet des périodes de questions ces temps-ci. On se rend compte qu'on aura les vaccins plusieurs mois après les autres pays. Le gouvernement fédéral, encore une fois, nous ment en disant qu'on n'avait pas de capacité de production locale, alors que ce n'est pas vrai. On a des structures. On a déjà été d'ailleurs, hein, avant les coupures des mesures fiscales qu'on avait, là, à Montréal particulièrement, un centre de recherche très avant-gardiste pour la recherche médicale. Mais ça, c'est une autre de nos industries qui a été sapée par le gouvernement fédéral parce qu'on n'investit pas trop au Québec, parce qu'il faut nous donner de la péréquation en fin d'année pour nous faire croire qu'on a besoin, qu'on est dépendant, puis qu'il ne faut pas qu'on s'en aille. C'est tout ça la dynamique. Là. Je ne peux pas avoir l'air de séparatiste enragé, là, mais ça m'enrage moi, quand je vois des situations comme ça. Qu'aujourd'hui, on se rend compte que si cette industrie-là, là, si on s'en était occupé, on l'avait maintenue, bien, on l'aurait eu. Puis on aurait eu cette capacité de développer là. Puis même à ça, on a encore une capacité de transformation. C'est dans les ententes que le gouvernement fédéral a faites avec les autres pays, on dirait où c'est interdit le droit de produire sur son propre territoire. Là, on est dépendant des autres encore. Ce n'est pas une bonne idée. Ça ne marche pas avec les beaux discours d'alarme à l'œil qu'ils nous font, là, qu'il faut être autosuffisant. Tu sais, c'est ça. C'est ça qui est difficile au quotidien. Fait qu'on fouille cette question-là, puis évidemment, on a encore des réponses vagues, mais on va faire le tour, puis on va faire la lumière là-dessus parce que c'est plate à dire, là, mais dans ce cas-ci, précisément, c'est de vie humaine dont on parle. Oui, oui. Un 3 mois de plus de pandémie, là, regardez, il y a combien de morts à chaque jour. Ben, c'est ce nombre de personnes-là qui vont décéder de plus. C'est ça, puis je risque, ça risque d'être un autre 3 mois de confinement, tant que ça ne soit pas commencé aussi, d'arrêt de tout, là, parce qu'il n'y a pas personne qui vont prendre des risques. En tout cas, on vous remercie beaucoup de votre présence ce matin. Merci de nous avoir parlé de différents sujets. Puis, gênez-vous pas si vous avez besoin d'autres, si vous avez besoin de nous reparler sur d'autres sujets, on est toujours disponible. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonjour, Mme Drainville, vous allez bien? Bonjour, ça va bien? Merci, Daniel. Oui, on se rencontre aujourd'hui pour parler un petit peu par rapport à Québec solidaire. Félicitations pour votre nomination. Maintenant, vous êtes la co-porte-parole pour Québec solidaire dans le comté de Berthier, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On a eu notre AGA le 12 novembre, si je ne me trompe pas. Puis, quand on a notre AGA, c'est toujours le moment de renouveler notre comité de coordination. Puis, la majorité des gens qui siégeaient sur le comité de coordination ont renouvelé leur mandat, mais il y a eu quelques changements au niveau des postes. Il y avait Louise Baudry qui était porte-parole féminine depuis 12 ans. Puis, elle souhaitait avoir un peu de relève. Donc, j'ai des grandes chaussures à chausser, mais j'ai décidé de la remplacer comme co-porte-parole. Donc, très hâte de poursuivre ce travail que Louise a fait pendant 10 ans. Cette mission, disons, cette vision. Québec solidaire se porte bien dans Berthier? Vous êtes content de l'adhésion et de la participation des membres? Oui, on est, je dirais même, on est dans avec notre nouveau comité de coordination, on a le vent dans les voiles, là. On a des gens très jeunes, super motivés à créer de la mobilisation dans notre circonscription, puis on est déterminés à susciter l'adhésion, puis d'aller chercher encore plus de membership dans la circonscription, puis de bâtir quelque chose de solide là, pour les élections de 2022, parce que notre objectif reste toujours de faire élire un ou une députée solidaire. Donc, oui, ça se porte très bien. Oui, on est très actifs et actives. Puis,
on va continuer à travailler fort, surtout dans la prochaine année, l'année des élections. Oui, bien c'est ça, ouais, c'est 2022, hein, c'est bien ça, 2021, c'est municipal, et l'année prochaine, en 2022, ça arrive vite, on pensait que 2020 serait bien long, puis on va être déjà rendu au jour de l'an, puis ça n'aura pas, malgré la pandémie, là, on va s'en être sorti. Vous avez envoyé un communiqué à parler d'économie verte par rapport aux propositions du gouvernement Legault de la CAQ. Pouvez-vous un petit peu nous parler de c'est quoi la position justement de Québec solidaire versus ce programme Économie verte qui a été présenté? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de contenu. Nous, on a été assez scandalisés de voir les plans qui ont été proposés par le gouvernement de François Legault, tant concernant les minéraux stratégiques que l'économie verte en général. Si je me penche plus sur les minéraux stratégiques, ce qu'on a compris, nous, à Québec solidaire Berthier, c'était que oui, le gouvernement voulait faire un plan pour les filières du lithium et du graphite au Québec, qu'on parte de l'exploitation des minéraux jusqu'au recyclage, puis que tout le processus se fasse au Québec. Soit, c'est super bien, mais la vision qui est derrière, c'est, de ce qu'on a compris, de transférer l'ensemble du parc automobile à essence vers un parc automobile électrique. Oui. C'est scandalisant, là. C'est pas une vision de la transition qui tient la route en 2020. Les voitures en elles-mêmes sont un mauvais mode de transport, qu'il soit électrique ou à essence. Oui, je comprends. Oui. Donc, nous, notre vision, c'est que oui, il faut développer la filière du lithium et du graphite, mais en plus, il faut que ça se fasse dans le cadre d'un nouveau contrat social minier, parce que présentement, la loi sur les mines, c'est une loi extractiviste, c'est une loi qui pille les ressources du territoire, alors que nous, au Québec, on n'en retire à peu près aucune redevance. L'exploitation ne se fait pas avec l'acceptabilité sociale nécessairement. Puis les peuples autochtones, qui sont les héritiers du territoire depuis des milliers d'années, n'ont pas leur mot à dire sur les projets miniers qui se font présentement. Donc, ce n'est pas une façon de faire qui est adéquate, mais ce qu'on entend, c'est que M. Fitzgibbon, lui, il trouve ça winner, puis on va continuer comme ça, on va l'extraire, le minéral, puis on va faire de l'argent au Québec en faisant des batteries au lithium puis au graphite. C'est pas une façon de faire qui est juste, c'est pas une façon de faire qui est écologique. Donc, nous, on s'oppose à cette vision-là. Puis nous, si on était au gouvernement, on proposerait une vision différente. Puis le lithium, le graphite, ça serait les mines, premièrement, il faudrait que ça réponde à beaucoup de conditions, notamment les conditions de Québec Meilleures Mines pour en faire l'exploitation. Mais ensuite, si on arrivait à la production, évidemment, le recyclage serait au cœur du processus, mais on miserait d'abord sur la réduction à la source, c'est-à-dire s'assurer le plus possible qu'on ait moins besoin de voitures, donc moins d'autos solo électriques ou à essence, donc électrifier le transport collectif, puis le rendre accessible dans toutes les régions du Québec. Donc ici, dans la Naudière, dans la circonscription de Berthier, des petits rangs de campagne, il faudrait qu'il y ait du transport collectif qui passe là-dessus. Puis présentement, ce n'est pas le cas. Puis là, vous me direz peut-être, mais c'est pas efficace. Tout le monde a sa voiture qui va prendre le transport collectif. Mais si on ne commence pas tout de suite, puis si on ne le rend pas accessible au niveau financier, même gratuit, nous, notre plan, c'est de le rendre gratuit sur 10 ans. Mais c'est sûr que si on ne commence pas quelque part, ça ne se fera jamais. Donc, ça prend des mesures drastiques. Puis nous, on est prêts à le faire, mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement actuel, il s'en va dans le mur. C'est ça, parce que si on résume, même fabriquer une auto électrique n'est pas nécessairement écologique. Là. Le coût énergétique, le coût qui n'est pas toujours vert, que ce soit une auto électrique ou une auto à essence, il y a une problématique aussi au niveau de la production. Les énergies que ça demande pour produire un véhicule comme ça, c'est dispendieux et c'est souvent, à un moment donné, les analogies qu'on fait au Québec, on est chanceux parce qu'on a la production électrique qui fait que le coût de transport est pas dispendieux, mais c'est le coût de production aussi qu'il faut tenir compte quand on parle d'économie verte. Là. Exactement. Une voiture, là, si on regarde les pièces en général, c'est fait où? C'est fait à peu près aux 4 coins du monde.
les pièces voyagent d'un pays à un autre. Ça prend pas juste des mines de lithium et de graphite là, pour faire une auto électrique. Là. Ça prend des mines d'acier. Faut faire des pneus. Il faut quand même avoir toutes les composantes de la voiture. Puis ça, c'est fait partout dans le monde. Ça voyage par train, en avion. C'est pas durable. Ça non, c'est ça, c'est que on se donne une belle façade en disant qu'on a une auto électrique, mais tout ce que ça sous-entend, je me dis, je vais faire l'analogie, puis tu sais, dans le fond, c'est comme manger des fraises biologiques qui viennent de Californie au mois de janvier. Pardon? C'est un peu ça. C'est ça, tu sais, on mange bio, mais c'est parce qu'au mois de janvier, ça n'existe pas des fraises de champ ici. Donc, tu as beau dire qu'ils sont bio ou pas bio, le coût que ça le fait pour venir ici, tu as encore utilisé du carbone, tu as utilisé plusieurs choses. Donc, c'est ça un petit peu la conscientisation que vous voulez faire prendre aux gens. Exactement. Puis en fait, nous, c'est plus que ça. Là. Notre rôle, c'est pas de conscientiser, c'est de s'assurer puis un peu de forcer les choses pour que ça se produise. Présentement, le plan pour une économie verte que le gouvernement a sorti puis qui a été édulcoré au passage là, par François Legault quand c'est passé dans son bureau, bien, c'est pas sérieux. Il n'y a pas de mesures qui sont restrictives. C'est juste des petits incitatifs par-ci, par-là. Si tu achètes ton auto électrique, bravo, tu as 8 000 de subvention. Mais par exemple, tu achètes un gros VUS. Bon, tu n'as pas de pénalité, maman, c'est ça. Puis c'est ça qui est plate aussi avec ce fameux plan-là, qui est un plan qui se base surtout sur l'électrification. Il y a toutes sortes d'autres secteurs qui sont comme occultés. On parle peu dans les annonces qui sont faites. Peut-être le plan en parle de façon assez succincte, là. C'est pas très élaboré, c'est mentionné, mais par exemple, le gaspillage alimentaire ou la consommation de viande, c'est deux piliers là, qui ont une empreinte écologique extraordinairement élevée. Mais présentement, tout ce qu'on parle, c'est le transport électrifié puis les voitures électriques. Ça manque beaucoup, beaucoup d'ambition. Puis plus que ça, je pense que le gouvernement n'a pas compris l'urgence de la situation. Puis, en fait, l'urgence de la situation, c'est que, bon, nous, au Québec, on est assez privilégiés. On a un climat qui est plutôt nordique, donc des changements climatiques, bien, ça va prendre plus de temps avant qu'on soit directement affecté. Mais, mettons, si ça prend 20 à 30 ans avant que nous, on soit encore plus directement affectés, il y a des gens en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, qui vont mourir parce que la température va être trop élevée, parce qu'ils ne seront plus capables de produire de nourriture, parce qu'il va y avoir des sécheresses et des inondations de façon incontrôlable. Donc, je pense qu'il y a vraiment un manque de lucidité, puis en fait, je pense que Gabrielle Nadeau-Dubois a bien résumé la situation. Là. Le gouvernement nous a abandonnés, nous, notre génération. Notre avenir ne sera vraiment pas lumineux, puis le gouvernement ne fait rien pour rendre ça plus facile. Donc, c'est vraiment décourageant. C'est ça. Et là, c'est sûr, on a la pandémie, mais j'imagine que qu'est-ce que vous vouliez faire en octobre, là, le 2020, là, que vous aviez la pétition, j'imagine que c'est dans vos plans encore et vous voulez ressensibiliser les gens à ça, là, j'ai l'impression. Bien, c'est sûr que la lutte environnementale reste une priorité. Effectivement, l'ultimatum 2020 a été abandonné parce que circonstances exceptionnelles. Mais on a décidé au dernier Conseil national de faire de la lutte contre GNL Québec la lutte principale de la prochaine année. Puis je pense que c'est une excellente idée parce que juste ce projet-là annulerait tous les efforts de réduction des gaz à effet de serre qu'on a fait depuis 1990. Déjà que ces efforts-là ne sont pas super bons. S'il fallait qu'on les annule juste avec un projet comme GNL Québec, ça serait terrible. Il y a vraiment beaucoup d'écosystèmes qui sont menacés par ce projet-là. Puis en plus, on essaye de nous vendre une transition énergétique qui va se faire en Europe parce qu'on leur envoie du gaz, donc ils vont utiliser moins de charbon. Mais ça, c'est une fausseté totale. Si on regarde l'historique, c'est depuis disons, le dernier siècle, on essaie de vendre ça, cette idée-là que
le pétrole a remplacé le charbon, puis le gaz remplace le pétrole, mais au contraire, tout s'additionne. OK. Il n'y a pas de remplacement, on fait juste ajouter des sources d'énergie, donc ajouter des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas vrai que ce projet de gaz naturel-là va nous permettre de faire la transition énergétique ailleurs dans le monde. C'est une fausseté totale. Donc, il faut s'opposer à ce projet-là, puis on va être mobilisés de notre côté pour... Donc, si on résume, d'abord que Québec solidaire veut être encore le chien de garde en termes d'environnement puis en termes de sécurité. C'est pas de doute. Et qu'on pourrait dire, pour l'année qui s'en vient, 2021, ça sera encore, on pourrait dire, une partie du fer de lance là, que vous allez surveiller le gouvernement en vue des élections de 2022. Là. Oui, tout à fait. Puis au niveau plus local, nous, on va surveiller de très près ce qui va se faire au niveau de la mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints, parce que présentement, nous, on trouve que le projet n'est pas acceptable du tout par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Puis, on est très contents aussi récemment, les Atikamekw ont consulté leur communauté là, à Manawan, et les gens ont dit de façon très majoritaire qu'ils s'opposaient au projet tel qu'il est présentement. Donc, c'est un allié de plus dans notre lutte contre le projet minier à Saint-Michel. Donc, ça, on est super contents, puis on va surveiller ça de très, très près parce qu'il y a 8 études supplémentaires que Nouveau Monde Graphite doit fournir suite au BAP. Donc, on va surveiller ça, pas de doute. Et il y a aussi, évidemment, les luttes contre les coupes forestières dans le nord de la Naudière. On s'est rendu compte, là, depuis la dernière année, qu'il y a tellement d'infractions qui sont commises par l'industrie forestière. Puis ça, c'est une autre industrie pour laquelle on a très peu de redevances, très peu de contrôle. C'est des compagnies américaines qui viennent voler notre bois, puis on n'a pas notre mot à dire sur comment c'est fait, puis il n'y a pas d'inspections qui sont faites. C'est vraiment désastreux, puis je pense que ça, c'est une bonne chose qu'on continue de se mobiliser là-dessus, puis je félicite les groupes citoyens qui se mobilisent à ce niveau-là. Puis évidemment, on va être très attentif par rapport aux négociations dans le secteur public. Ce que le gouvernement aussi va proposer, parce que là, présentement, il est en train de nous dire, là, François Legault, que miraculeusement, la croissance économique va reprendre et Ottawa va donner beaucoup d'argent. Donc, le déficit de 15 milliards de cette année va être facilement... Moi, je comprends. On va s'en sortir, mais je pense ça, que souvent, on dit que Québec solidaire voit des licornes, là, mais je pense que c'est le premier ministre qui en a vu dans ses rêves, là, des licornes. C'est pas comme ça qu'on comble un budget puis un déficit. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est d'avoir un impôt de pandémie pour que les compagnies qui ont bénéficié de la pandémie puis qui ont fait des bénéfices records redistribuent à la collectivité. Puis pendant la pandémie, il y a énormément de gens qui ont souffert, qu'on parle des infirmières, des technologues en imagerie médicale, tout le monde dans le secteur de la santé puis dans le secteur de l'éducation. Tout ce qu'on entend, c'est que c'est juste de la détresse présentement. Les profs ne savent plus quoi faire. Ils doivent donner des cours en ligne à des jeunes de 11-12 ans. Ça n'a pas de bon sens. Puis, dans le secteur de la santé, même chose, là, c'est tellement difficile. Puis, on ne donne tellement pas de reconnaissance à ces gens-là. Donc, je pense qu'on devra leur apporter beaucoup de soutien, puis surtout des solutions. Parce que peut-être que, dans le fond, la solution, elle se trouve dans changer le gouvernement actuel pour un meilleur. Oui, mais là, on n'est pas, malheureusement, on a un gouvernement majoritaire, hein, que ça peut seulement se faire en 2022. Mais en tout cas, votre présence est là. C'est pour ça qu'on va travailler d'ici 2 ans à faire comprendre c'est quoi nos propositions et notre programme pour que les Québécois et les Québécoises comprennent que, en faisant le choix de Québec solidaire, c'est la solidarité qui va primer avant tout. Puis la justice écologique, donc puis sociale. Donc c'est ça, on va travailler fort, mais c'est le plan de match là, pour les 2 prochaines années. Bonjour, je suis en compagnie de Mme Marie-Noël, c'est bien ça, Guindon, vous êtes la directrice générale du Centre d'action bénévole de la MRC de l'Assomption et présidente de la table de promotion du bénévolat pour la Naudière. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour, madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Oui, et on parle de la table, la promotion du bénévolat dans la Naudière et la table de promotion. D'où c'est venu cette idée-là et depuis quand ça existe?
Alors, l'idée de mettre sur pied une table de promotion du bénévolat pour la région d'Anaudière, c'est tout simplement suite à l'année internationale des bénévoles en 2001. Donc, dans notre région administrative, on a décidé d'avoir une structure permanente pour s'occuper de la promotion du bénévolat et aussi de la reconnaissance des bénévoles chaque année. Okay. Et puis, il faut savoir aussi que cette année-là, l'Organisation des Nations Unies a décrété le 5 décembre de chaque année comme étant la Journée internationale des bénévoles. Donc, la table est là vraiment avec le pourbu de favoriser, de promouvoir le bénévolat, parce que dans les organismes ici qu'on est communautaires, moi inclus, le bénévolat est très important. Là. Si on n'a pas ça, on ne survit pas. Là. Exactement. Le mandat essentiel, c'est promouvoir et reconnaître l'action bénévole dans tous les secteurs de l'activité humaine. OK. Et la table regroupe principalement les centres d'action bénévole, c'est bien ça? Oui, elle est issue des centres d'action bénévole, mais il faut dire aussi que les centres d'action bénévole dans la région d'Anaudière sont très actifs au niveau du bénévolat, évidemment. On a le centre d'action bénévole d'Autrey sur la table, le CAB Émilie-Gamelin, le CAB de l'Assomption. CAB signifie centre d'action bénévole, oui. Évidemment. Le CAB de Montcalm. On a aussi Loisirs et Sports Lanaudière. Et on a aussi les bénévoles du CICEL, c'est-à-dire qui représentent globalement l'hôpital de Joliette, le CHRDL et aussi le CHPLG Pierre Le Gardeur. Et puis la table régionale de concertation des aînés de Lanaudière. Okay. Donc, c'est beaucoup de gens qui sont à cette table-là et qui reconnaissent l'importance du bénévolat. Okay. Exactement. Est-ce que vous avez des chiffres un petit peu? Est-ce que vous savez combien ça représente de bénévolat? Combien d'heures? Qu'est-ce qui est prévu? Malheureusement pas, mais je peux vous dire des milliers et des milliers. Si je me fie juste au fait qu'il y a certains centres d'action bénévole qui ont au-delà de 300 bénévoles, et puis que Loisirs et Sports Lanaudière en a beaucoup aussi. Si on ajoute les bénévoles qu'il y a dans les différents services municipaux dans les sports, si on prend aussi tous les bénévoles qui œuvrent en santé et services sociaux de la région, et c'est sûr que ça fait des milliers et des milliers de bénévoles, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de compiler tous ces Vous n'avez pas fait d'études encore. C'est quoi vos principales activités au niveau de la table des bénévoles? Alors, je dois vous dire que hors COVID, parce qu'on a un mandat de promotion du bénévolat, mais qui est aussi de la reconnaissance du bénévolat et aussi de la formation ou du ressourcement des bénévoles. Donc, habituellement, on regroupe tous ces mandats-là dans une seule activité qui est un souper-conférence autour du 5 décembre, donc la Journée internationale des bénévoles. Et à cette activité participent habituellement entre 350 et 500 bénévoles venus de tous les secteurs. Malheureusement, cette année, ce ne sera pas le cas. Alors, on a imaginé d'autres moyens pour pouvoir rejoindre et le grand public et tous les bénévoles pour conscientiser, dans le fond, la population à l'importance du bénévolat. Je vais vous poser la question parce qu'on en a parlé un petit peu, nous, ici, avec le CABA. Je pense que dans la région, il y a eu une grosse... Je ne dirais pas perte, là, mais il y a quand même eu beaucoup d'événements à cause du 12 mars, qu'il y a eu des diminutions en termes des bénévoles parce qu'il y avait une raison d'âge, il y a eu beaucoup de défis à relever depuis le mois de mars. Là. Oui, si vous parlez, par exemple, du début de la pandémie avec les restrictions imposées par la santé publique, c'est de ça dont vous parlez? Oui. Oui, alors évidemment, en principe, évidemment, on ne gardait pas les bénévoles de 70 ans et plus, on restreignait les services aux services essentiels, etc., etc. Alors, oui, il y a eu une forte diminution des bénévoles, mais ces bénévoles-là sont revenus petit à petit. Et puis, les services ont réaugmenté parce que, je vous donne un exemple, en santé et services sociaux, au niveau du transport accompagnement, dans les hôpitaux, les cliniques, les opérations d'un jour, les hémodialyses, etc., il y a eu des retards dans les calendriers où les médecins, parfois, ont reculé leur rendez-vous. Mais maintenant que ça reprend de plus belle, bien, nos bénévoles sont de retour au travail. Et donc, c'est quand même été une grosse gestion pour tous les centres d'action bénévole et tous les organismes communautaires. Hein. Énorme parce que, par exemple, des centres d'action bénévole comme le mien, on a été littéralement débordés par les demandes on a des cliniques d'impôts. Alors, évidemment, on ne pouvait pas faire les cliniques en présentiel, mais on s'est organisé et on a fait tout près de 3000 rapports d'impôts. Mais je pense aussi aux organisations comme le CAP de Matawini ou Montcalm ou d'autres qui ont des popotes roulantes. Et là aussi, ça a été des services essentiels.
Donc, il a fallu trouver des moyens originaux pour être capable de répondre à ces services en toute sécurité de nos bénévoles et des bénéficiaires. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile la reconnaissance d'un bénévole? Pas vous reconnaissez, mais que justement, quand vous me parlez des CIUS, des choses comme ça, qui reconnaissent vraiment l'apport du bénévole, qui sont conscients que je veux pas dire le mot cheap labor, là, mais dans le sens que je veux dire, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, premièrement, et que leur rémunération est de donner une belle tape dans le dos, puis félicitations, t'as bien aidé, là. C'est difficile, je crois, de faire reconnaître ça, hein? Ben, pas si difficile que ça, du moins dans les derniers mois, parce que si vous vous souvenez, déjà dès le début de la pandémie, il y a eu des annonces gouvernementales à l'effet qu'il fallait s'inscrire comme bénévole, il fallait donner un coup de main, et il y a eu des reconnaissances. Il y a eu beaucoup de temps où on nous a dit merci, etc. Et c'est le fondement même du bénévolat, c'est qu'on n'attend pas nécessairement des merci tous les jours. On le fait à titre gracieux et bénévole pour donner un coup de main à la communauté. Mais je pense que durant la période de pandémie qui dure encore maintenant, on n'a pas manqué de reconnaissance. Je pense qu'on en a eu plus pendant cette période-là que pendant toutes les années avant. Okay. Le recrutement encore est une partie des problèmes majeurs, on pourrait dire, au niveau du... Le recrutement est encore, je dirais, il est un souci, mais il n'est pas encore un problème majeur. OK. Si je songe, par exemple, aux dernières nouvelles par rapport au manquement du personnel dans les secteurs hospitaliers et compagnie, nous, avec la diminution quand même de certains services ou l'annulation de certaines activités, entre autres, je pense au volet centre communautaire pour les aînés ou au volet, par exemple, pour les sports organisés ou les sports de groupe, j'ai sûr que, en tout cas, à ma connaissance, on a les bénévoles nécessaires pour couvrir les besoins actuellement. Le défi, ça va être quand ça va se relâcher, que la pandémie va s'éloigner, et on l'espère, c'est de retrouver tous nos bénévoles. Oui, c'est ça. De revenir à la normale. C'est ça, reconvaincre les bénévoles et tout. C'est ça. Bon. Donc, en cette année, justement, de pandémie, étant donné des circonstances, qu'est-ce que vous faites au niveau de la table de promotion? Alors, écoutez, je pense qu'on a innové beaucoup. Alors, on a innové d'une part pour le grand public. D'abord, on s'est lié, on a créé un lien avec le RABQ. Connaissez-vous le RABQ? Oui, je connais, oui, moi je connais très bien. Alors, c'est ça. Donc, avec le regroupement de l'Action bénévole du Québec, on utilise leur matériel. Donc, au niveau du Facebook, au niveau du site web et au niveau d'une carte virtuelle que chaque organisation peut personnaliser pour les bénévoles. Donc, on a cet élément-là qu'on va diffuser auprès de tous les bénévoles de tous les secteurs confondus. On a également des conférences, on n'a pas de conférences comme telle cette année, mais on a des entrevues, évidemment, à la télévision, comme on a maintenant. Comme nous, oui, c'est ça, oui. Et aussi, on en a une autre dans le sud, à TVRM. On aura également des capsules radiophoniques qui vont être enregistrées. Et on a un article de fond sur les bienfaits du bénévolat qui va paraître dans la semaine du 30 novembre, je pense. Oui. Et puis, c'est sûr que ça, c'est en dehors de toutes les activités locales que les organisations vont décider de faire pour leurs propres bénévoles. Okay. Alors, je pense qu'on a quand même une couverture assez large. OK. Vous me parliez justement des bienfaits du bénévolat. Êtes-vous capable de m'en parler un petit peu? Qu'est-ce que ça... Peut-être pour vous, déjà en partant, vous avez sûrement une partie bénévolat que vous faites, mais est-ce que vous avez... Quel bienfait? Qu'est-ce qui est reconnu? Est-ce qu'il y a eu des études sur ça? Oui, absolument. Il y a eu des études sur ça. D'ailleurs, j'ai essayé d'aller chercher ces études-là, parce que j'étais chargée d'écrire un article là-dessus. Alors, bien évidemment, le bénévolat, ça améliore la qualité de vie des personnes. Et puis, ça améliore donc la qualité de vie, mais ça améliore la santé physique et mentale. Par exemple, on a calculé dans des études très sérieuses, des études universitaires menées aux États-Unis, qu'à âge égal, une personne de 70 ans qui fait du bénévolat va avoir l'énergie et le physique d'une personne de 5 ans de moins, de 65 ans. Donc, ça rajeunit. Ouais, ça serait une motivation. On pourrait dire que ça crée une motivation. C'est ça. Donc, ça rajeunit physiquement, ça tient en forme, ça évite, on fait moins de diabète, on fait moins de haute pression parce qu'on bouge plus quand on fait du bénévolat. Ça améliore l'humeur et la confiance en soi.
ça aide aussi pour le moral et ça aide aussi pour le cerveau. Maintenir le cerveau Oui, actif, oui, je comprends. En activité. Ça, on peut aussi, je dirais que ça aide à ne pas tomber en dépression parce que ça élargit le réseau social et on a une valorisation des activités que l'on fait. Et puis pour les plus jeunes aussi, même pour les plus vieux, mais surtout pour les plus jeunes, on peut acquérir de nouvelles compétences. Et puis, donc, ça peut nous aider aussi à trouver un travail qui nous plaise et qui nous valorise. Donc, c'est comme un porteur de bonheur. Faire du bénévolat, ça nous oblige à bouger, ça nous oblige à nous impliquer, ça nous oblige à défendre des causes des fois, et ça nous améliore la santé. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? Et je vous dirais, dans l'émission justement des centres d'action bénévole, souvent c'est briser l'isolement des aînés, mais le bénévolat aussi brise l'isolement du bénévole. Absolument. C'est donnant-donnant. C'est ça, c'est donnant-donnant.